Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Bonjour, Laurent Capelletti. Vous venez de remettre à François Bayrou, au commissaire, au plan, un rapport, très complet concernant la réindustrialisation, durable des territoires. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Oui, chère, Patricia Capel, donc ce rapport porte sur la plus largement, alors c'est sur la dynamique économique et la réindustrialisation durable des territoires. Bon, on peut dire, DERIDE, hein, c'est un acronyme simplifié. Et donc il m'a été commandé par, François Bayrou du Haut Commissariat au Plan. Donc j'ai été missionné par mon administrateur général, pour le diriger. Car en effet, au-delà des, si vous voulez, des objets de réindustrialisation, des secteurs où il y a déjà un certain nombre de travaux qui existent, hein, il faudrait par exemple relocaliser des médicaments, il faudrait relocaliser des productions stratégiques. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Il y avait beaucoup moins de travaux sur, mais comment est-ce qu'on explique la réindustrialisation, la relocalisation, le dynamisme territorial, premièrement, et du coup, quels sont ces facteurs sur lesquels les pouvoirs publics pourraient agir? Voilà, l'objet du rapport. Alors, si vous indiquez, et c'est assez intéressant, qu'en réalité, 75% du PIB se fait en dehors de Paris et de l'Île-de-France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et vous indiquez donc la dynamique des territoires qui est particulièrement forte. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, alors, justement, donc je vais vous le résumer si vous voulez, mais on peut revenir sur ce constat parce qu'il est un peu contre-intuitif si vous voulez. C'est-à-dire que quand on regarde en fait la part de l'industrie dans le PIB depuis 30 ans en France, bon, c'est assez désastreux, hein, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire on est passé en fait en 30 ans de plus de 20% de la production nationale, hein, tout confondu, qui était dédiée à l'industrie, à un peu plus de 10% aujourd'hui. Alors que dans le même temps, des pays comme l'Allemagne, même l'Italie d'ailleurs, sont restés à plus de 20%. Donc une désindustrialisation massive. Mais derrière ce chiffre, depuis 30 ans, parallèlement, on a assisté en fait à une territorialisation de l'économie et en particulier de l'industrie, ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les trois quarts du PIB, industrie, services et agriculture, se font hors région parisienne et que plus étonnamment, euh, les deux tiers aussi des investissements directs étrangers industriels, dont la France est championne d'Europe, il faut quand même le dire, depuis maintenant 3 ans, se font hors région parisienne, voire même, très étonnamment, dans les alentours de villes de moins de 20 000 habitants. Donc il y a vraiment il y a un mouvement en fait de territorialisation, régionalisation de l'économie et de l'industrie française. Voilà, ça c'est le constat. Alors comment l'expliquer? Il y a plusieurs en fait facteurs qui Alors, vous ont intrigué, comme vous voulez. vous parlez des 13 facteurs clés justement de la dynamique économique. Alors, voilà, donc l'étude hein, qui a été menée, enfin, que j'ai dirigée, donc qui repose sur des entretiens, en fait. Il y a une partie de la méthode qui est qualitative, hein, c'est des entretiens avec des élus locaux et des dirigeants d'entreprise de tous les territoires en France, complétés en fait par un traitement de données auprès de près de 2000 entreprises qui soit se sont relocalisées, soit en fait ont une stratégie en fait d'ancrage et de développement territorial hein, dans les territoires. Et alors les résultats permettent d'identifier dans les succès, si vous voulez, quand les relocalisations ou les développements économiques locaux en fait ont marché, qu'on soit dans l'industrie et les services d'ailleurs, effectivement, il y a systématiquement l'émergence de 13 facteurs, alors qui agissent à des degrés divers. Hein. Alors, la moitié de ces facteurs, en gros, sont structurels, c'est-à-dire stables dans le temps. Et là, il n'y a pas vraiment de surprise. Si vous voulez,
l'apport de l'étude, c'est de les avoir confirmés. Alors, on a quoi? On a la qualité des infrastructures, par exemple. Hein, on a la qualité, en fait, des structures d'innovation, de formation, d'enseignement. On a la qualité, en fait, et de plus en plus, en fait, des infrastructures numériques, hein, et pas seulement donc, de transport, etc. Et en revanche, plus étonnamment, ça ressortait moins dans les études jusqu'à maintenant, également donc de la moitié, c'est-à-dire 6 facteurs comportementaux qui sont liés au comportement, c'est-à-dire des facteurs, des comportements des humains concernés, si vous voulez. Et donc, par exemple, donc beaucoup plus fugace et instable, hein, moins stable dans le temps. Alors, comme par exemple, ce qui ressort beaucoup, la volonté politique des élus locaux, la volonté et les stratégies des dirigeants d'avoir des stratégies d'ancrage territorial. Bien sûr, l'attractivité donc des territoires au travers donc leur politique, j'allais dire marketing, hein, territorial, et dans ce cadre-là, la vivacité du tissu associatif. C'est-à-dire en fait de tout un ensemble d'éléments qui vont attirer les salariés, la main-d'œuvre en fait. Parce que si on développe l'économie locale, il faut bien entendu développer les ressources humaines, enfin, faire venir et attirer des gens. Et dans ce cadre-là, on a aussi donc plus prosaïquement la qualité du management de ces entreprises locales pour attirer et ensuite fidéliser les salariés. Parce qu'évidemment, si on développe la dynamique territoriale, il faut bien entendu des salariés et ensuite que ces salariés restent avec leur famille. Dans les facteurs structurels, on retrouve, l'étude fait bien ressortir aussi les structures, bien entendu, hein, fiscales, l'importance effectivement d'avoir une fiscalité supportable, notamment en termes de charges patronales, et aussi donc les structures, la partie normative, c'est-à-dire la supportabilité des normes et des règlements qui ressort beaucoup en facteurs structurels. Voilà comment je pourrais résumer les facteurs clés qui ressortent de cette étude. Alors, à votre avis, non pas à votre avis, mais selon votre étude, vous déterminez un certain nombre d'axes que les pouvoirs publics devraient éventuellement prendre en considération. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors donc c'est la partie, bon, comme tout bon rapport en fait, hein, fondé, vous avez vu, sur une étude vraiment robuste. Je pense que c'est ce qui fait la qualité en fait des résultats. Donc après la partie analyse, il y a bien évidemment une partie stratégie. Du coup, quelles sont effectivement les orientations que les pouvoirs publics pourraient prendre pour stimuler ces facteurs. Alors là, premièrement, dans ces solutions, ces propositions, il ressort en fait des solutions pour aider, puisque ça ressort beaucoup dans l'étude, pour aider en fait les élus locaux justement à orchestrer, mieux orchestrer cette dérive, puisqu'il ressort de l'étude que ça va être la capacité en fait des élus locaux, soutenus bien sûr par l'État, hein, de savoir travailler en mode projet pour en fait réunir les acteurs concernés par des actions de développement territorial, chefs d'entreprise, préfecture, monde associatif, etc., pour justement les aider à mener à bien leurs projets. Ne serait-ce par exemple que pour faciliter l'accès au foncier, par exemple. Ne serait-ce que pour faciliter les accès, etc., etc. Et donc, comme cette capacité de leadership politique et également finalement de méthodologie projet est clairement ressortie de l'étude, un premier axe, en fait, c'est justement que au commissariat au plan, mais j'allais dire plus largement toutes les agences d'État concernées par ces problématiques, soient des diffuseurs de méthodes, hein, vers les élus locaux, pour justement permettre aux élus locaux de
de jouer leur rôle d'orchestration, de mise en musique de l'ensemble. Ça, c'est vraiment une première orientation très, très forte. Après, il y a des actions plus spécifiques qui faciliteraient cette dérive, qui dépendent de l'État. Je vous en cite quelques-unes. Il y a bien entendu l'accompagnement et la mise en place auprès des administrations et des collectivités concernées par le développement économique, les agglomérations, les départements, les régions, les métropoles, en fait, d'équipes d'accompagnement à la gestion des normes, pour faciliter en fait le respect, le traitement des normes auxquelles tout entrepreneur va se trouver confronté. Ça ressort énormément. Donc, ce n'est pas un choc de simplification, c'est un choc d'aide à la gestion. Voilà. En second lieu, il ressort nettement de l'étude que la formation intégrée au cœur des territoires, c'est-à-dire utile, est un facteur extrêmement important, et donc que les pouvoirs publics accompagnent, aident. Alors, je cite des exemples de réussite dans le rapport, hein, par exemple, autour de l'agglomération du Grand Melun, par exemple, autour de Châteaubriand, hein, on en parle beaucoup dans les médias, par exemple, autour de zone économique de Fréjorgue, c'est-à-dire Moguio-Carnon, près de Montpellier, dont je suis élu, l'implantation, en fait, dans le cadre, par exemple, de l'opération au cœur des territoires, effectivement, d'écoles, de sites de formation dédiés, construites tenant compte des besoins locaux remontés par les entrepreneurs, de formation professionnelle continue, adaptée à la demande. Ça, c'est un point capital et fondamental. Et puis, un troisième exemple, alors là, on tombe plus sur des mesures qui dépendent du gouvernement, en fait, de l'État. Fiscalement, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années, nous disent les entrepreneurs, avec la réduction de l'impôt sur les sociétés, avec l'allègement des charges de production. Sur les bas salaires aussi, beaucoup de systèmes qui permettent de réduire, voire de ne pas être impactés par des charges patronales. Il reste un gros problème, qui est qu'en fait, il y a une problématique en fait, sur la hauteur des charges patronales concernant les salaires moyens. Ce qui fait que, parce qu'il y a plus d'allègements fiscaux, elles sont importantes. Et donc, sur les territoires, notamment quand on est une PME, c'est vraiment compliqué économiquement, soit de recruter sur ces salaires-là des savoir-faire, soit de faire progresser dans l'entreprise des personnes qui, s'étant formées, pourraient passer en fait d'un niveau faiblement qualifié à un niveau plus qualifié, parce que le jump en termes de charges patronales est très, très important. Donc, on n'est pas le seul à avoir fait remonter ça, hein. Je sais récemment qu'un certain nombre aussi de think tanks en fait, avaient pointé du doigt. Bref, pour le dire vite, on a un système fiscal en France, enfin de taxes, voilà, concernant les charges patronales, qui est une espèce de trappe à bas salaire, en fait. C'est-à-dire que, donc, pour libérer un peu tout ça, il faudrait effectivement envisager une espèce de, je préconise une flat tax, justement, sur les salaires moyens en termes de charges patronales. Voilà, si je pouvais résumer les grandes orientations, actions, en fait, solutions concrètes. Alors, vous parlez aussi enfin, comment dire, remettez aussi en exergue la rupture avec les idées reçues, à savoir la taille critique des entreprises, l'espèce de problématique de je n'y vais pas parce qu'en fait je ne vais pas être assez gros, donc je ne vais pas être suffisamment important pour pouvoir atteindre un seuil de rentabilité convenable. Là, dans ce rapport, vous bousculez un petit peu cette idée reçue. Alors oui, ça ressort en fait clairement de l'étude, c'est-à-dire que la dynamique économique, alors bien entendu, elle peut être, les grandes entreprises, bien sûr, y contribuent,
mais il y a une espèce d'idéologie, en fait, générale qui s'est répandue à la taille critique. D'ailleurs, ça s'est répandu aussi, en fait, concernant, par exemple, les structures administratives. C'est-à-dire, à un moment donné, on a dit, bon, on va faire des régions plus grosses et ça fera des économies d'échelle. Il n'a jamais été démontré que lorsqu'on agrégeait une entreprise A à une entreprise B, c'est le cas des fusions, par exemple, eh bien, ça entraînait des économies d'échelle qui amenaient à une division par deux des coûts en maintenant les structures d'emploi. Ça n'a jamais été démontré. Donc, il y a une espèce d'idéologie malsaine et fausse et erronée en fait, à la taille qui s'est développée, qu'on a mis dans la tête en fait, d'un peu tout le monde, y compris des dirigeants, et que la réalité en fait, va complètement en brèche. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, toutes les expérimentations, les expériences en économie et le terrain, il suffit d'interroger. Et l'écart, si je prends par exemple la dynamique économique sur Châteaubriand, sur Est Montpelliérain, sur la région d'Aïol, paradoxalement, vous voyez, à Rodez, autour de la coutellerie, etc., etc., eh bien, montre qu'elle peut tout aussi bien, voire même mieux, être faite en fait par des petites entreprises, mais qui travaillent à minima ensemble, hein, qui partenarisent, alors, elles peuvent partenariser avec des grosses, mais elles peuvent aussi partenariser entre elles dans une logique de compétition fair play, compétitivité fair play. Il y a un mot qui existe qui s'appelle coopétition. Et au contraire, ça va irriguer beaucoup plus efficacement les territoires. C'est-à-dire pour en fait la dynamique économique d'un territoire, elle se fait beaucoup mieux au travers de multiples acteurs qui sont à minima coordonnés que par un gros, et lui tout seul, avec tous les risques que cela comporte. Et en plus, les effets de domination que ça va engendrer au niveau des pouvoirs publics locaux, par exemple. Et donc, l'étude souligne effectivement ce besoin qu'il y a de rompre avec Big is Beautiful. Quoi. Ce n'est pas démontré, pour le dire simplement, c'est complètement faux. Deuxièmement, si on veut vraiment rentrer dans une logique en fait, de d'irrigation plus large des territoires, ça se fait beaucoup mieux par en fait de multiples petits acteurs qui sont plus souples, plus réactifs, à condition évidemment qu'ils soient à minima coordonnés. Et vous parlez aussi alors de la réforme du millefeuille et peut-être qu'on terminera sur cette question. Oui. Alors en fait, j'en parle, chère Patricia, en fait, j'en parle sans en parler, c'est-à-dire je dis que bon, la réforme qui a été faite, notamment sur les régions, bon, a des effets positifs, mais on est loin des effets positifs attendus, pour la raison que je vous expliquais. Ce serait sans doute mieux, en fait, effectivement, si ce millefeuille était réduit, et avec notamment un rôle, puisque vraiment les gros acteurs maintenant de terrain au plan économique, les mieux placés, ce sont les agglomérations, les communautés de communes, avec bien sûr le soutien de l'État et des régions, mais bon, bref. Mais le problème, c'est que y toucher, bon, il y a plus à perdre à y toucher. Donc, en fait, sur ce plan-là, ce que préconise le rapport, c'est de, bon, allez, on ne touche plus à rien, fonctionnons avec ce qui fonctionne, en essayant justement, via le leadership politique des élus locaux, de faire en sorte que ces strates, principalement les quatre, État, région, département, agglo, en lien avec les préfectures, se coordonnent mieux sous l'impulsion effectivement d'élus locaux qui sont les mieux placés sur le sujet. Donc c'est plus en fait, et justement avec donc un accompagnement pour faciliter cette coordination. Donc c'est plus sur le constat que les réformes structurelles territoriales, ça provoque de telles résistances qu'il y aurait beaucoup à y perdre finalement, même s'il faudrait les faire. Il vaut peut-être mieux travailler en fait sur la façon de mieux coordonner ces différentes strates. Voilà la proposition.
Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous avez, quels seraient vos derniers mots de conclusion sur ce rapport par rapport à la dynamique des territoires? Moi, ma conclusion, c'est pour moi l'élément surplombant, méta qui ressort, c'est que la DRID, donc la dynamique économique et la réindustrialisation des territoires, ça passe avant tout par donc des élus locaux faisant preuve de leadership, euh, dotés d'une bonne méthode de projet, capables de faire des expérimentations, de coproduire, de travailler avec les entrepreneurs locaux et les acteurs socio-économiques concernés, le monde associatif. Donc, il faut tout faire pour accompagner, aider l'État, les élus locaux en ce sens. Voilà, moi, ce qui ressort principalement du rapport. Or, les facteurs, évidemment, les axes de solution préconisés par ailleurs. Si je devais retenir un point, ce serait celui-ci. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Donc, le lien vers ce rapport sera disponible sur la vidéo que vous venez de regarder. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.